va vous présenter du coup les 3 grands types d'hypnose. On va vraiment se concentrer nous sur ce qui va être thérapeutique, voire médical. Globalement, il y a 3 grandes parties dans l'hypnose. Il y a l'hypnose de spectacle, il y a l'hypnose qu'on appelle de rue ou ludique, et il y a l'hypnose thérapeutique médicale. On va commencer par le spectacle parce que c'est celle qui nous intéresse le moins. Le spectacle, c'est utiliser des techniques d'hypnose pour faire rire un public, au détriment des personnes hypnotisées. C'est pour ça que des fois, quand on voit certains spectacles, niveau éthique, on est plus que limite, voire des fois c'est horrible. À la télé, c'est pareil, des fois on voit des choses qui sont dégueulasses, il faut le dire. Donc ça, c'est vraiment le côté spectacle. Il existe des spectacles plus éthiques, c'est rare. Donc voilà, le but, c'est vraiment de faire rire une audience. L'hypnose ludique, l'hypnose de rue, c'est de faire passer un bon moment à une personne. On va dans la rue, on est avec une personne, des fois 2, 3, ça dépend, et le but, c'est pas de faire rire les gens qui sont autour, c'est de faire passer un bon moment à la personne qui est en face de vous. Elle est là, elle vient découvrir comment fonctionne son cerveau, de voir ce qu'elle est capable de faire simplement avec son imaginaire, et le but, c'est qu'elle passe un excellent moment. Donc, l'audience, les gens qui sont autour, qui passent dans la rue, on s'en fout. Et on a l'hypnose thérapeutique et médicale, où le but, c'est d'accompagner les gens à justement reprendre le contrôle de leur cerveau, à modifier des comportements, à changer des choses qui ne leur plaisent pas, à s'améliorer, entre guillemets, à modifier des choses qui ont été inscrites en vous, des routines, vous appelez ça comme vous voulez, à les modifier pour que ce soit plus agréable. Donc on a tous entendu parler, arrêter de fumer, tout ce qui va être addiction, le stress, ça peut être comme on parlait, le syndrome du membre fantôme, donc on peut travailler ça justement avec le cerveau. Vu qu'on travaille avec le cerveau, on peut faire un petit peu tout ce qui va toucher la psyché. On va pas pouvoir faire des choses non plus qui dépassent l'entendement, hein. On va pas faire pousser un 3e bras à une personne, ça, on n'a jamais vu ça. Mais tout ce que vous avez envie de créer chez vous, vous en êtes capable. Que ça soit améliorer votre concentration, améliorer votre écoute, que ça soit être plus... peu importe. C'est vraiment à vous de voir ce que ça peut vous apporter. Tant que ça vient de votre cerveau, vous en êtes capable. À partir du moment où vous êtes humain, que vous avez un cerveau, vous êtes capable de modifier tous vos comportements. Même les comportements qui sont devenus des réflexes et qui sont ancrés en vous depuis des années. Si par exemple là, consciemment, je vous disais la prochaine fois que vous éternuez, vous ne mettez pas la main dans la bouche, ça va être très très compliqué de lutter contre ce réflexe. Avec l'hypnose, on peut le faire assez facilement. On va simplement remodifier, réapprendre au cerveau à gérer ça différemment. C'est simplement un réflexe, un stimuli, on sent qu'on va éternuer, on met la main dans la bouche. C'est normal, c'est bien, c'est propre, c'est sain, c'est très bien. Et bien si on voulait l'enlever, ça serait compliqué. Et avec l'hypnose, justement, on va aller travailler sur ce comportement-là, parce qu'un réflexe, ça reste un comportement, pour le modifier. Et ces comportements, c'est des choses qui peuvent être là, ou des choses qui sont bien et qui sont utiles, comme des choses qui peuvent être inutiles, voire désagréables. Donc c'est là tout l'intérêt. Le but, c'est pas de faire des choses de créer des choses désagréables, ça n'aurait aucun sens. Et votre cerveau le bloquerait un maximum. Le but, c'est vraiment d'atteindre un objectif que vous-même, vous allez vous poser, tout simplement. On dit que toutes les personnes, en fait, sont capables de faire ça, donc on dit à quoi ça sert qu'il y ait des hypnothérapeutes, en fait, quelque part. Mais, en fait, un hypnothérapeute, c'est quelqu'un qui va connaître cet état, qui va savoir le reconnaître, qui va apprendre à la personne à le vivre à travers différentes techniques qu'on apprend en thérapie ou par des lectures personnelles ou par expérimentation. Mais ça va être juste amener chez la personne un état, qu'elle apprenne à l'utiliser, qu'elle apprenne à vivre avec et pouvoir travailler justement sous différentes formes. Une forme qui va être, on dit souvent en fait, c'est la personne qui vient en cabinet qui fait le travail. C'est vrai. Par contre, elle ne connaît pas forcément le chemin pour y aller, elle ne connaît pas forcément le chemin pour mettre en place ça chez elle. Et tout le but justement d'un hypnothérapeute, ça va être d'amener cette personne à faire le chemin avec elle, et au-delà de ça, de faire en sorte que ce qu'elle met en place, ça soit bon pour elle. C'est là aussi où on dit que l'éthique est très importante et où on dit que l'hypnose de rue se rapproche un peu de la thérapie sur le niveau éthique. Ça va être comment faire en sorte de respecter quelque part l'écologie de la personne. Comment vérifier que ce qu'elle nous demande de mettre en place chez elle, ou ce qu'elle veut elle mettre en place, est-ce que c'est vraiment au fond ce qu'elle veut? Est-ce que c'est ce sur quoi elle a envie de travailler? Et en fait, toute la force de l'hypnothérapeute, ça va être là, ça va être quelque part à apprendre à vous connaître et apprendre à trouver votre propre objectif, en fait, votre vrai objectif, et réussir à le mettre en place. En fait, on va faire exactement ce qu'on fait en psychothérapie, en psychanalyse et autres. On va faire la première partie, ce qu'on appelle une anamnèse. Globalement, c'est poser des questions pour mettre le doigt sur ce qui fait mal. C'est-à-dire qu'une personne qui vient pour arrêter de fumer, on la fera pas arrêter de fumer. C'est pas juste, hop là, on claque des doigts, c'est bon, la cigarette est finie. Non, ça n'existe pas. Et si ça existe, le problème, c'est que ça risque de créer des choses encore moins agréables derrière. Il faut voir que dans 99% des cas, une personne qui vient, même vous, si vous allez voir quelqu'un, vous allez venir en fait avec une problématique
mais qui n'est qu'un symptôme. C'est-à-dire, j'ai envie d'arrêter de fumer. Ouais, pourquoi vous n'avez pas déjà arrêté de fumer? Il y a des personnes qui arrêtent d'elles-mêmes. Elles décident de prendre la cigarette, de la jeter, c'est terminé, elles ne fumeront plus jamais de leur vie. Pourquoi vous n'avez pas été capable? C'est pas une question de volonté, parce que si vous êtes là, c'est que vous en avez eu envie. C'est pas une question que vous n'êtes pas capable, parce que tout le monde en est capable. Vous êtes humain, vous avez un cerveau, encore une fois, vous en êtes capable. Tout simplement, c'est parce qu'il y a une partie de votre cerveau, cette partie qui a créé ce comportement, qui en a besoin. Derrière chaque chose qui va vous poser problème, en fait, il y a un bénéfice secondaire. Ce bénéfice secondaire, pour votre cerveau, il est super important. La cigarette, par exemple, on va prendre ce cas parce qu'il est très courant, ce n'est pas qu'une cigarette, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a des personnes qui vont fumer parce qu'elles ont subi, je sais pas, des violences quand elles étaient enfants. Et même si elles ont commencé qu'à fumer 20 ans après, la cigarette est là pour combler cette problématique, pour éviter que ça sorte, que ça crée plus de soucis. Pour d'autres personnes, ça sera juste parce que elles ont entendu une phrase qui ne leur a pas plu. Et le cerveau, il a pris ça comme quelque chose d'assez énorme, et en fait, il ne veut pas le lâcher. Il faut voir que le cerveau, ce qu'on appelle l'inconscient, on va y revenir dessus, il n'a pas de logique. C'est juste qu'il y a un stimuli, il prend stimuli, conséquence. Il prend des décisions par rapport à quelque chose qu'il a et il va aller au plus vite. Souvent, cette partie de votre cerveau, cet inconscient, on le compare à un enfant de 5 ans. Un enfant qui a envie de vous faire plaisir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un feutre et il va faire un magnifique dessin sur le mur. C'est super sympa. Ça ne va pas vous plaire. Il vous aura pourri le mur. Vous avez deux possibilités. C'est soit vous l'engueulez parce que c'est pas bien, soit vous le remerciez parce que c'est quand même un cadeau qu'il vous a fait et vous lui expliquez comment il peut faire mieux. Votre cerveau, c'est exactement comme pareil. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il a pris un feutre et il vous a dessiné un gros dessin sur le mur. L'inconscient ne dessine pas très bien. Voilà. Et en fait, c'est juste qu'il ne savait pas comment faire mieux à un moment donné. Il a pris ce que lui, ça lui semblait le plus logique, le plus rapide. Et en fait, votre cerveau, on ne va pas lui dire non, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Non. Il dit ok, merci, c'est super sympa, tu m'as fait un cadeau. Par contre, maintenant, je vais t'expliquer comment tu peux faire mieux. Comment tu peux me faire encore plus plaisir. Plutôt que de dessiner sur le mur, tu vas prendre une feuille de papier, tu vas te mettre sur une table et tu vas dessiner sur le papier. Et tu verras que de faire ça, je vais être encore 2 fois plus content que tu me fasses ce cadeau. Et l'enfant, il sera 2 fois plus heureux de vous faire 2 fois plus content, de vous rendre 2 fois plus content. Et du coup, il n'ira plus chercher le mur. Par contre, si vous l'engueulez, il ne va pas comprendre pourquoi vous l'engueulez alors qu'il vous fait un cadeau. D'ailleurs, attends, je fais un cadeau, on m'engueule, c'est quoi le problème? Du coup, je fais plus de cadeaux, c'est ça? Et l'enfant, il ne va pas comprendre. Et votre cerveau, c'est pareil. C'est juste comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, on ne nous a jamais appris à nous servir de notre cerveau. Et des fois, on le violente un peu, des fois on lui fait faire des choses qu'il n'a pas envie de faire, des fois on lutte contre lui, alors que si on lutte contre notre cerveau, on perdra toujours. Il faut vous dire que vous avez tous plusieurs parties en fait en vous. Vous avez une partie qui a envie de réussir, vous avez une partie qui a envie de fonder une famille, vous avez toutes différentes parties avec différentes envies en fait quelque part. Si on peut vous dire de quoi vous avez envie de plein de choses et il y a plein de parties qui ont envie de plein de choses en fait en vous. Ça fait un peu schizophrène, hein, mais dans l'idée où des multiplications de personnalités, mais voilà, moi j'ai une partie qui a envie de réussir. J'ai une autre partie qui a envie de se faire plaisir dans la vie et de faire ce qu'elle aime. J'ai une partie qui a envie, on a tous plusieurs parties qui ont envie de plein de choses et ces parties, des fois, elles rentrent en confrontation, on ne peut pas satisfaire toutes les parties. Ou alors l'objectif de chaque partie va pas être forcément bien défini. Il y a peut-être une partie qui pense que pour qu'on soit heureux, il faut faire ça et une autre qui pense que pour qu'il soit heureux, il faut qu'on fasse ça. Alors qu'en fait, la réponse, elle est au milieu. Il faudrait qu'on contente ces deux parties-là en fait pour avoir quelque chose, un choix qui est écologique pour nous quelque part. C'est notre vision des choses. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'on vit tous les jours sans vraiment y prêter attention. Mais en fait, il y a vraiment le conscient, enfin, ce qu'on appelle le conscient en tout cas en hypnose, c'est vous, c'est l'intellect, la partie qui réfléchit, qui analyse, qui est capable de faire des formules mathématiques, de réfléchir. C'est très bien, elle est super utile cette partie-là. Et puis on a ce qu'on appelle l'inconscient. L'inconscient en hypnose, c'est pas du tout l'inconscient qu'on a en psychanalyse ou en psychothérapie. L'inconscient pour Freud, c'était toute la partie du cerveau dégueulasse où il y avait tous les désirs refoulés, tous les trucs pas jolis. Non, en hypnose, l'inconscient, c'est tout ce qui va être automatique, réflexe, tout ce qui va être émotionnel. Le fait, par exemple, de dire « tiens, je me fais mal », hop, la main elle se retire. C'est pas « ah, oui, je suis en train de me faire mal, je sais que quand je me fais mal, il faut que je retire ma main ». Non, vous n'y réfléchissez pas, ça se fait automatiquement. Là, tous, vous respirez. Il n'y en a aucun d'entre vous qui est en train de dire « mince, il faut que j'inspire là, mince, là, il faut que j'expire ». Non, sinon on passerait notre vie à ça. Ce sont des mécanismes automatiques qui sont en place, qui sont maintenus par le cerveau, que ce soit pour de la survie, que ce soit pour notre bien-être ou autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'inconscient. Et c'est cette partie-là de votre cerveau qui est, alors, d'après les dernières sources scientifiques, ça se trouvait au niveau du cerveau derrière, donc au niveau de ce qu'on appelle le PGO, tout ce qui est reptilien, donc pontogéniculo-auriculaire.
Donc c'est toute la partie qui gère la créativité, qui gère le sommeil, donc elle gère plein de choses. Et en fait, apparemment, c'est cette partie-là qui gère un petit peu cet inconscient, tous ces réflexes. Donc voilà, c'est ce qu'ils appelaient à l'époque la partie reptilienne, cette partie qui réagit, donc combattre ou fuir. C'est ça en fait. Et en fait, cette partie-là, elle n'est pas si reptilienne que ça, vu qu'aujourd'hui on sait qu'on peut reprendre le contrôle dessus. C'est pas juste un animal indomptable, c'est juste vraiment une partie de votre cerveau sur laquelle vous pouvez décider de dire là je veux qu'il se passe ça, là je veux qu'il se passe ça. C'est pas aussi simple que ça, des fois il va falloir négocier avec cette partie-là, parce que votre inconscient, même si vous n'êtes pas possédé par votre inconscient, ça fait toujours partie de vous, mais des fois il va prendre une décision, comme je vous disais, qui va être tellement forte, pour lui il dit, non, si j'ai ma cigarette et que je veux pas la perdre, parce que si j'arrête de fumer demain, je vais déprimer, le cerveau il va dire non, j'ai pas envie de déprimer, moi je préfère fumer. Mais vous n'avez pas envie de fumer, parce que vous ne savez pas derrière ce qui se cache. On n'a pas conscience de toutes les problématiques qui sont cachées derrière tout ça. Et le but, ça va être de négocier, de se dire, moi j'ai envie d'arrêter de fumer, toi tu n'as pas envie d'arrêter, parce que tu as peur de la dépression. Comment on fait? Comment on gère? Et en fait, on revient à ce que disait Julien tout à l'heure, faire de l'hypnose, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est communiquer. Quand il y a un conflit, quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, avec un collègue, avec un voisin, peu importe, comment vous faites pour régler le conflit? Vous allez discuter. C'est pareil dans votre cerveau. Vous allez créer de la communication entre vous, conscient, et votre inconscient pour trouver un terrain d'entente. Et de la même manière, vous avez peut-être une fois quelqu'un qui vous a dit une phrase qui lui paraissait anodine, mais qui pour vous a créé quelque chose d'énorme à l'intérieur. C'est exactement pareil en fait. Nous, on apprend à utiliser ces phrases, à comprendre les personnes et à réussir justement à ramener ces phrases qui créent un écho à l'intérieur, qui créent de l'émotion, qui vont créer quelque chose de fort et qui vont nous permettre justement de réussir à passer au-delà de tout ça, de réussir justement à s'améliorer, de décoincer un peu justement une énorme machine où il y aurait juste un truc coincé au milieu et que ça lui empêcherait de fonctionner. Après, tout va dépendre de vos croyances que vous allez mettre derrière l'hypnose. On a tous des leviers émotionnels. On rejoint beaucoup la psychothérapie. On a des peurs, on a des besoins qui sont identiques chez tous les humains. Ça va dépendre de, si vous êtes plutôt freudien, lacanin, peu importe qui vous voyez, qui vous croyez en tout cas. Et par exemple, on a tous la peur de ne pas être aimé, la peur du rejet, la peur de ne pas bien faire. Il y a plein de peurs. Et en fait, c'est ces petites choses-là qui vont faire que votre cerveau il va prendre des décisions ou pas, qui va réagir d'une manière ou pas. C'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, même si on est tous identiques, on est tous humains, on est tous différents. Et c'est ça le plus important, c'est qu'il faut s'adapter à la personne. Une séance d'hypnose, et là je parle donc thérapie médicale, ne sera jamais la même chose chez une personne ou chez une autre. Parce que votre fonctionnement de votre cerveau est totalement différent de votre fonctionnement du cerveau. Parce que vous ne fonctionnez pas de la même manière, vous ne visualisez pas les mêmes choses. Parce que quand je parle par exemple d'un arbre, peut-être que vous voyez un sapin, vous voyez un hêtre. Parce que peut-être que quand je vais vous parler de la couleur vert, peut-être ça sera un vert clair, peut-être ça sera un vert foncé. Parce qu'on a tous notre propre perception de notre réalité. Parce que les mots n'ont pas le même impact, parce qu'on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même éducation, ce qui fait qu'on est tous uniques. Un exemple sur la douleur par exemple. Est-ce que ça vous est arrivé que quelqu'un vous dise « j'ai mal » en soi, la douleur, c'est quelque chose qui est vachement personnel en fait. Moi, peut-être que je dis « j'ai mal » que quand je me casse le bras. Alors qu'une personne va dire « j'ai mal » alors qu'elle s'est fait une petite égratignure. Du coup, on n'a pas forcément la même perception de la douleur par rapport aux gens. Si on part un peu dans ce délire-là, en fait, nous on revient quand on discute à définir chaque mot qu'on utilise en fait. Qu'est-ce que ça représente pour toi ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Et quelque part, quand on parle des émotions, c'est pareil. Les émotions, en fait, on les ressent qu'à travers nous, à la base. Du coup, on ne sait pas forcément ce qu'elle veut dire pour quelqu'un d'autre. Et du coup, il faut s'adapter. C'est vraiment ça. Et peu importe qui vous êtes, peu importe comment vous fonctionnez, il y aura toujours un moyen de faire changer ces comportements-là. Des fois, ça peut demander du temps. Parfois, ça demande de gratter. On a tous un petit peu cette image de la séance d'hypnose un peu magique, on claque des doigts et c'est bon, c'est fini, tout est rangé, tout est nettoyé. Ça n'existe pas. Ça peut arriver effectivement qu'en une séance, on règle un sacré paquet de problèmes, surtout chez les gens très réceptifs, mais c'est quand même super rare. Ça va dépendre, des fois il va falloir gratter un petit peu, parce qu'il faut aller chercher, qu'est-ce qui coince derrière tout ça? Des fois, il faut aller chercher très loin, et des fois, il y a des résistances. Et toutes ces résistances, il faut les contourner, il faut les chercher. Des fois, il y a une partie de vous qui n'a pas envie de les montrer, ces choses-là, parce qu'on touche à des choses des fois très personnelles, très intimes. Après, ça va dépendre du thérapeute que vous allez voir. Il y a des thérapeutes qui vont vous demander d'expliquer chaque chose que vous voyez. Ok, très bien. Là, vous êtes triste, elle est comment cette douleur? Ok, expliquez-moi, racontez-moi. Personnellement, moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, je travaille à l'aveugle. C'est-à-dire que je pars du principe que quelque chose que vous vivez, c'est quelque chose de très personnel. Un travail en hypnose, c'est personnel, c'est voire même très intime.
et que ça ne me regarde pas. Et que je préfère que vous partiez à fond dans vos délires à 200% dans votre tête, plutôt que vous vous limitiez dans votre travail de par vos croyances, de par vos tabous, et de dire « Ah non, mais en fait, c'est juste que ça me picote un peu, là, j'ai une sensation bizarre. » Alors qu'en fait, ça se trouve, c'est un truc énorme, mais que la personne, elle a honte de dire ce qui se passe. Et en fait, c'est le but, parce que quand vous allez voir un thérapeute, c'est pas lui qui travaille, c'est vous qui travaillez. C'est votre cerveau qui change. Le thérapeute n'est là que pour vous accompagner. Et c'est là où est toute la force de l'hypnose et de l'hypnothérapie, c'est qu'en fait, c'est vous qui allez modifier vous-même vos propres comportements, vos propres apprentissages. Le thérapeute, lui, ne sait pas qui vous êtes. Et il n'a pas que ça à faire, c'est ce qu'on fait en psychanalyse. On va passer des années à comprendre comment fonctionne la personne, pourquoi elle est comme ça, et vos parents, comment ils étaient, qu'est-ce qu'ils vous ont dit. Ok, très bien. Tout ce qui est psychanalyse, on va travailler sur le pourquoi. Pourquoi c'est comme ça. Et de prendre conscience de tout ça pour que ça se libère. En hypnose, on va travailler sur le comment. Comment de la personne que vous êtes là maintenant, vous devenez la personne que vous voulez être. Peu importe votre objectif. Et ça fait toute la différence. Et à savoir que le lien, en fait, à la base, en hypnothérapie, et même n'importe où, que ce soit dans l'hypnose de spectacle, que ce soit dans l'hypnose justement de rue, le lien premier, en fait, ça va être la relation que vous avez avec la personne, ça va être le lien que vous créez avec elle. Je sais pas si vous avez déjà eu une personne où juste sa tête vous revenait pas, en fait. Est-ce que vous avez envie de lui parler? Est-ce que vous avez envie de discuter avec elle? Non. S'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de discussion, s'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'hypnose, en fait. Donc ce qui est important, en fait, c'est qu'il y ait ce lien à la base, c'est que vous ayez vraiment confiance à la personne, c'est que vous ayez confiance en ce qu'elle peut vous amener et en ce qu'elle va pouvoir vous faire découvrir chez vous. Et s'il y a ce lien, s'il y a cet échange qui est possible, si vous ressentez le feeling, on va dire, avec la personne, bah là, vous pouvez vous ouvrir, vous pouvez vous permettre justement de vivre des choses. Vu qu'on passe par la communication, qu'on passe par de l'échange, vous donnez peut-être pas de honte à partager ou pas quelque chose, ou juste à le vivre, en fait, à l'intérieur de vous. Et la base vraiment angulaire de l'hypnose, que ce soit n'importe où, en thérapie, en cabinet, dans la rue, souvent dans la rue par exemple, quand on se met avec nos pancartes, on est plusieurs hypnotiseurs et on voit que les gens choisissent leurs hypnotiseurs. Ils choisissent la personne avec qui ils le sentent le mieux, avec qui ils ont envie d'aller vivre ça. Et de la même manière, nous on choisit les personnes avec qui on est travaillé. Pour moi en thérapie c'est la même chose, si vous allez voir quelqu'un, c'est que vous avez ce lien avec la personne, c'est que quelque chose chez lui vous a plu, vous a parlé. Et du coup, vous avez envie de travailler avec cette personne parce que vous pensez qu'il est capable et qu'il est capable de vous montrer que vous êtes capable de régler cette problématique. En fait, ça, c'est quelque chose que vous avez déjà aussi naturellement. Encore une fois, on n'invente rien. C'est le principe de base des neurones miroirs. Quand vous voyez quelqu'un bailler, vous baillez. Quand vous rentrez dans une pièce où tout le monde est triste, vous allez vous sentir triste. Si tout le monde est heureux, vous allez vous sentir bien. Et en fait, c'est pareil. C'est vraiment le principe, ce qu'on appelle nous la synchronisation, enfin, vous l'appelez comme vous voulez. C'est simplement que ces neurones miroirs, c'est l'empathie. Ça va être le fait de ressentir ce que l'autre nous renvoie. Et en fait, ça va vous permettre de sentir, entre guillemets, les gens, et dire, bah ouais, lui, il me plaît bien. Et ça permet de créer des contacts. Et vous allez voir que, enfin vous allez voir, peut-être pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la thérapie. C'est que des fois, les personnes, elles viennent nous voir en disant, bah ouais, j'ai été voir un hypno, mais je sais pas, c'est pas passé. Ok, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont venus me voir, qui sont allés voir un autre et qui ont dit pareil. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce feeling, parce qu'il n'y a pas cette chose. Parce que la manière dont moi je vois les choses ne correspond pas à la personne. Par exemple, si je prends mon cas personnel, la manière dont je pratique l'hypnothérapie, c'est très terre-à-terre, c'est très neurosciences. Quelqu'un qui va être totalement dans des choses un petit peu barrées, dans des croyances très ésotériques, il n'y a pas de souci, je vais l'accompagner. Mais peut-être que mon discours, peut-être que ce que je vais émettre naturellement et involontairement, ça ne va pas lui convenir. Et que la personne, elle ne se sentira pas écoutée. Peut-être parce qu'il y a une partie de moi qui va mal la comprendre, pas la comprendre comme elle voudrait être comprise. Donc c'est pour ça que le rapport, c'est comme toute thérapie, ça reste un rapport humain. Donc l'hypnose avant tout c'est de l'humain, c'est vous, c'est votre cerveau.